Le problème apparaît lorsqu'on découvre qu'il y a une véritable injustice. Et l'injustice apparaît où? L'injustice apparaît lorsque les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés. Ils se promènent librement à travers le Congo, à travers le monde. Et pourtant, les actes qu'ils ont posés sont des actes extrêmement graves, reconnus par les gouvernants. Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui samedi 28 octobre 2023 pour une nouvelle rencontre dans le cadre de notre émission Grand Angle. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui intéresse beaucoup les Congolais, qui les préoccupe. Il s'agit de la justice congolaise et qui est à deux vitesses. Pour avancer sur ce problème, je dois dire que assez souvent, je suis revenu sur le fait que le pays allait mal, très mal. Mais il n'y a pas que moi qui ai fait ce constat. Les gouvernants du Congo ont eux-mêmes fait ce constat au mois de mars 2023, lorsqu'ils ont déclaré de façon solennelle que le ver est dans le fruit. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il nous était arrivé de relever de leurs fonctions tous les magistrats du parquet, du siège, tous ceux de Pointe-Noire, ils avaient tous été relevés parce qu'on voulait marquer le coup face au dérapage observé à Pointe-Noire. Je prends l'exemple de Pointe-Noire, la même chose se produit ici à Brazzaville. Et on en avait affecté d'autres à Pointe-Noire. Et quelques mois seulement après, les nouveaux magistrats ont commencé à faire exactement comme ceux qui venaient d'être relevés, même pire. Alors, la conclusion que nous tirons maintenant, au moment où nous prenons d'autres décisions, c'est qu'il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. Peut-être pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Il y a le ver dans le fruit et nous devons détruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous abordons ce problème. Et au moment où nous l'abordons, nous avons une pensée particulière, une noble pensée pour nos frères, notamment Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa et bien d'autres, qui croupissent en prison depuis un certain nombre d'années, pour lesquels nous avons choisi de mener un combat pour leur libération. S'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi Salissa, il faut rappeler qu'ils ont été deux candidats à l'élection présidentielle de 2016 dont ils n'ont jamais reconnu les résultats. Et beaucoup de démarches ont été menées à plusieurs niveaux. Il y a eu des débats, notamment nos gouvernants pensent que ce sont des prisonniers de droit commun. Et sur cette question, nous avons toujours dit que c'était des prisonniers politiques. Et maître Jean-Philippe Esso avait donné la réponse adéquate en disant que le chef d'accusation pour lequel Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa ont été condamnés, c'est un chef d'accusation politique d'atteinte à la sécurité de l'État. Soit, mais pour essayer de comprendre ce problème et pour essayer de faire ressortir comme l'injustice que nous vivons à propos de ce cas, nous allons rappeler que pendant qu'ils ont été emprisonnés, qu'ils vivent cet enfermement, le 4 avril 2016, il y a eu des événements qui se sont passés à Bakongo, dans la partie sud de Brazzaville, qui se sont étendus dans le Poul, qui ont donné lieu à ce que l'on appelait la guerre du Poul.
Les auteurs, les responsables de cette attaque ont été considérés par les gouvernants comme des terroristes, des personnes avec lesquelles toute négociation était exclue. Le bilan est lourd, les Congolais le savent, sur beaucoup de plans. Nous n'allons pas y revenir. Mais nous avons été également surpris, agréablement, de constater que les gouvernants ont choisi de signer en décembre 2017 un accord de paix avec les personnes, les compatriotes qui avaient été considérés comme des terroristes, semble-t-il, pour privilégier la paix. Et nous nous sommes interrogés, puisqu'il s'agissait des faits qui étaient toujours liés à l'élection présidentielle, pourquoi cela ne touchait pas Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa et bien d'autres, bien sûr. Mais nous tenons à rappeler aux Congolais, et il faut qu'ils le sachent, qu'en novembre 2018, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait émis un avis pour lequel il demandait la libération immédiate de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi-Salissa. Nous devons également rappeler qu'en septembre 2019, le ministre Yves Le Drian, ministre à l'époque de l'Europe et des Affaires étrangères français, avait fait une démarche auprès des gouvernants congolais pour demander qu'un acte fort soit posé à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko et de bien d'autres opposants. Toutes ces pressions n'ont absolument rien donné. Mais aujourd'hui, il faut que ce problème-là soit vu sous un autre angle. Quel est l'angle sur lequel nous souhaitons que ce problème-là soit vu? Mais le monde change, le monde bouge. Et à travers les événements qui se sont passés, surtout en Afrique de l'Ouest et qui se sont passés au Gabon, nous nous sommes rendus compte que le changement de constitution de 2015 est un changement anticonstitutionnel. Et nous essayons de nous appuyer sur ça, sur l'argumentation qui a été utilisée par Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel de France, qui avait été consulté par les autorités congolaises pour essayer de voir comment on pouvait modifier la constitution congolaise pour se maintenir au pouvoir. La réponse de Jean-Louis Debré était claire et nette. Si l'on veut respecter la loi, ce n'est pas possible. Et en dehors de ça, toute autre solution est véritablement exclue. Nous avançons. Quand nous lisons la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, mais on se rend compte véritablement, surtout à travers son article 23, que tout amendement ou toute révision de la Constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement, sinon de constitution. Et nous essayons de toujours nous en appuyer. Et je crois que les Congolais ont suivi avec beaucoup d'attention les déclarations qui ont été faites par le président de la transition gabonaise sur ces questions, pour dire en fait que la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa nous interpelle tous sur l'évolution des choses et sur cette nouvelle vision. Avant de terminer sur cette question, je dois dire que le président de la transition guinéenne, le président Mamadi Doumbouya, a déclaré franchement à la tribune de la 78e Assemblée générale que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour renverser un régime. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Et il a parlé des putschistes, je ne vais pas faire les commentaires. En fait, il a voulu dire que lorsqu'on tripatouille les constitutions, lorsqu'on organise des élections truquées, on est véritablement un putschiste.
Et il faut penser à une chose, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et les Congolais, nous les Congolais, nous sommes véritablement dans le cas de la recherche du retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, nous allons évoquer un autre cas. Pendant que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa sont dans cette situation de souffrance, pendant que nous observons que dans les pays africains, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Soudan du Sud, que ce soit dans d'autres pays, que les démarches sont entreprises pour une véritable réconciliation nationale, on se rend compte qu'au Congo, on est complètement fermé. Même la disposition, ou sinon les dispositions des articles 227 et 228 de la Constitution qui prévoit la tenue d'un Conseil national de dialogue ne sont véritablement pas appliquées. Mais là n'est pas le problème. Le problème apparaît lorsqu'on découvre qu'il y a une véritable injustice. Et l'injustice apparaît où? L'injustice apparaît lorsque les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés. Ils se promènent librement à travers le Congo, à travers le monde. Et pourtant, les actes qu'ils ont posés sont des actes extrêmement graves, reconnus par les gouvernants. Rappelez-vous de cette déclaration en 2009 qui a été faite lors de la prestation de serment, qui faisait ressortir que, en dépit des efforts multiples qui ont été déployés, notre pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics. Et on a bien précisé. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Dites-vous bien que depuis longtemps, aucun gouvernant au Congo n'a été interpellé sur cette question. Et nous ajoutons, dans le message sur l'état de la nation de 2018, il a été dit clairement que s'agissant des délits économiques, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Curieusement, cette loi n'est pas appliquée. Et je vais vous en donner quelques exemples. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Le premier auquel on pense naturellement, c'est les 14 000 milliards d'excédents budgétaires qui se sont évaporés, alors qu'en 2006, un engagement avait été pris pour dire qu'un audit serait effectué chaque année et qu'il serait rendu public. Depuis 2006. Il y a quelques années, quand les pays de la CEMAC, pays pétroliers, se retrouvent avec des excédents, parce que l'argent tous les mois tombait, on ne peut pas les consommer rapidement. Capacité d'absorption, sauf ça être une boulimie dans la dépense. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des ressources qu'il fallait mettre un peu de côté en attendant qu'on puisse maîtriser certaines dépenses, notamment d'investissement. La maturation d'un dossier prend du temps. Donc c'était une très bonne idée. Le Congo, comme les autres pays, ont accédé à l'idée de génération future. Oui, nous avons ouvert un compte qui a été abondé. De 2011, je crois, jusqu'à 2015, on a eu la ressource. Ces chiffres, je les donnerai à l'Assemblée nationale, mais pas à vous. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Cet audit qui devait être réalisé par la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. Un autre exemple, un député a déclaré en pleine assemblée qu'il y avait une route imaginaire. De l'argent avait été débloqué pour une route imaginaire de 137 km. Aucune enquête. Rien n'a absolument été fait. Où est passé cet argent? On se pose beaucoup de questions. Je voulais vous entendre, Monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise doctorale. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, Monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Nous arrivons et nous rappelons le message sur l'état de la nation de l'année 2017, au cours duquel il a été révélé que des importantes sommes avaient été débloquées dans le domaine de l'agriculture pour des résultats mitigés. Suite à ce constat, le procureur de la République a instruit la Direction générale de la surveillance du territoire pour
mener une enquête et établir les responsabilités. Il a été établi clairement qu'il y a eu malversation financière au Fonds de soutien de l'agriculture, que des Congolais y ont pris de l'argent et n'ont jamais remboursé. Le communiqué a été fait en mars 2018. Il avait été donné un délai jusqu'au 30 avril, sinon les intéressés, les contrevenants seraient présentés au parquet national. Personne n'a jamais été présenté au parquet national. Nous continuons. Le directeur général de la CREF a relevé que les 9 milliards des pensions des retraités pour les mois de novembre et décembre 2016, cette somme était bien arrivée dans un compte de la LCB, de la CREF. Et il a reconnu sur les antennes de Radio Congo que cette somme a disparu. Est-il acceptable dans un pays comme le Congo qui a besoin d'argent qu'une somme de 9 milliards disparaisse sans qu'aucune responsabilité ne soit établie? N'oublions pas, parce que ça revient toujours dans l'esprit des Congolais. Si Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux, essayez d'imaginer, le plus riche d'entre eux détiendrait, semble-t-il, près de 2 000 milliards de francs CFA. Le plus pauvre d'entre eux aurait 20 milliards. Comment ils ont fait pour avoir cette somme? Nous pouvons concevoir que les Congolais s'enrichissent, mais est-ce qu'il est normal que la justice congolaise n'ouvre pas des enquêtes sur des questions qui préoccupent autant les Congolais? Oh mon Dieu, je me rappelle de cette fiche qui a circulé sur les réseaux sociaux, fiche qu'un ministre entrant avait adressée au Premier ministre en 2021, faisant état de ce que son prédécesseur dans le département qu'il allait occuper a été responsable de grosses malversations financières. Là encore, rien n'a été fait. Souvenons-nous que la commission de lutte contre la corruption, présidée par l'Amir Ndele, avait épinglé des membres du gouvernement dans des situations de détournement, etc. Le document a été fait, envoyé au niveau de la justice. Là encore, rien n'a bougé. Donc, comme on voit, il y a une situation extrêmement préoccupante dans notre pays. Et il faut que nous avançons. Parce que les cas que j'ai cités, ils ne sont pas exhaustifs. On peut parler du cas de la société Orion Hall, on peut parler des Pandora Papers, on peut parler d'un certain nombre d'autres choses. Mais venons au cas qui nous intéresse tout dernièrement. Les Congolais savent, ils attendent toujours l'aboutissement de l'affaire du dossier de Figa, dans lequel nous savons tous que la ministre Lydia Jacqueline Nicolo est impliquée. Les Congolais parlent même d'un flagrant délit. S'agissant donc du cas Figa, c'est depuis le 7 mars que la Commission économie et finances a, au moyen d'une question écrite adressée à Madame la ministre qui assure la tutelle du Figa, lui a demandé de motiver la note de service qui suspend le directeur général du Figa. La réponse nous est revenue le 20 mars. La commission s'est retrouvée pour traiter la réponse écrite de Madame la ministre. Sa réponse était appuyée des pièces qui devraient nous convaincre de la nécessité de suspendre le directeur général du Figa. Suite à cet examen, la commission n'a pas été satisfaite des éléments de réponse venus du gouvernement. Il y a eu, semble-t-il, à travers les journaux, on a lu que ce dossier avait été exploité par la CID et qu'il avait été transmis à la Cour suprême. Où en sont? Où est ce dossier? On a entendu parler d'un rapport de la société civile sur une somme injustifiée de près de 25 milliards s'agissant de la gestion des fonds Covid. Les dossiers sont nombreux. Mais est-ce qu'on peut ne pas évoquer? On peut ne pas évoquer la situation qui se présente actuellement, la vente de l'avion présidentiel, avec les révélations qui ont été faites par l'ambassadrice de France à la fois sur les antennes de la télévision congolaise et sur les antennes de DRTV. Elle a tenu à informer les Congolais
que cet avion n'était même pas immatriculé sous le nom du Congo. L'avion du président, qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne, a été saisi dans ce cadre-là. C'est sous le nom d'un particulier. Les Congolais veulent comprendre comment alors cet avion a été vendu aux enchères, bradé, puisqu'il semble qu'il aurait coûté au départ près de 25 milliards de francs CFA, mais il a été bradé pratiquement à 7,1 millions d'euros, c'est-à-dire autour de 4-5 milliards, ce qui est vraiment une situation difficile. Mais continuons toujours sur cette affaire. La base de la vente de l'avion présidentiel, c'est, semble-t-il, les relations assez curieuses entre le Congo et puis un homme d'affaires, M. Odjedj. Et aujourd'hui, on nous apprend que nous devons plus d'1 milliard d'euros à M. Odjedj. Figurez-vous ce que ça fait dans un pays qui est déjà lourdement et largement endetté. Et ça court depuis les années 90. Qu'attend-on pour régler définitivement ce problème? Nous interpellons les gouvernants pour que ce problème puisse être réglé définitivement et que nous puissions aller de l'avant. Je terminerai sur la liste de ces affaires qui est vraiment très longue, sur le cas que nous connaissons, le cas Guy Marius Okana, vice-maire de Brazzaville. Et nous avons vu que ce cas, vice-maire, n'a pas été réglé de la même façon qu'on avait réglé le cas de Christian Roger Okemba, qui lui était maire de Brazzaville. Il semble que les procédures ont été beaucoup plus allégées quand il s'agit de Guy Marius Okana. On ne sait même pas actuellement là où il se trouve, puisque les autres étaient présentés devant le procureur de la République sous mes notes. Nous avons encore ces images d'André Okombi Salissa, qui était député à l'époque. Et quand il était arrêté, son immunité parlementaire n'était pas encore arrêtée. Pourquoi donc 2 poids, 2 mesures? Pourquoi une justice à 2 vitesses? Et c'est ça qui nous préoccupe. Et c'est pour ça, au moment où je vais aller à la conclusion de notre rencontre, de notre échange, je vais rappeler un certain nombre de choses. Je rappelle les dispositions de l'article 168 de la Constitution qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et qui dit que le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés entre les citoyens ou entre les citoyens et l'État. Et on dit clairement que les juges sont soumis ne sont soumis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Ça me rappelle ce qui a été dit. Seule la loi prévaudra. Ensuite, je rappelle aux Congolais qu'il faut toujours lire et relire l'article 77 de la Constitution, l'article par lequel le président de la République, lors de son entrée en fonction, prête le serment, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution, mais ensuite et surtout de garantir la justice à tous les Congolais. Cela ne me semble pas être le cas. Et pour terminer, je vais enjamber avec l'article 64 qui dit que le président de la République est garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et ça, c'est très important. Comme il a été dit d'entrée de jeu, le verre est dans le fond. Le Congo que je veux demain ne passe pas nécessairement par le fait de mettre en prison ceux qui auraient détourné les fonds des générations futures et autres. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Depuis le constat fait en 2023, qu'attendons-nous pour que nous nous mettons ensemble pour détruire ce verre et que nous essayons d'aller de l'avant? Je rappelle que dans le cas de la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa, cela s'est passé et les Congolais s'en sont rendus compte à un moment où on a procédé dans notre pays à un changement anticonstitutionnel de constitution et que la préoccupation des Congolais, et ils doivent le savoir puisque la voix du Congo a été entendue lors du sommet de la CAC sur la situation du Gabon, ce qu'il faut retenir, c'est que nous devons tout mettre en œuvre pour revenir à l'ordre constitutionnel. Chers compatriotes, chers téléspectateurs,
nous avons voulu avoir un échange avec vous sur cette question extrêmement importante. Mais nous déplorons le fait, et nous le disons haut et fort, qu'il est dommage et déplorable que la justice au Congo soit à 2 vitesses. Œuvrons pour que nous en sortons. Et si chacun de nous devrait apporter notre contribution, moi, je suis prêt à apporter la mienne pour que nous sortons de cette situation. Et je tiens à rappeler que le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle qui a des aspects politiques extrêmement importants depuis plus de 10 ans. Il nous faut agir ensemble pour en sortir. Je vous en remercie et souhaite que le prochain samedi, nous soyons encore en harmonie pour avoir un échange. Et je pense, sinon vous pourriez m'aider à trouver un thème qui pourrait nous aider à ce que nous ayons un très bon échange. Je vous remercie pour votre aimable attention et souhaite que samedi prochain, nous soyons encore ensemble. Encore une fois, merci pour votre attention.